Alors, nous avons, grâce à vous, Monsieur Laurent Michel, entamé un petit peu la table ronde numéro 2, qui est améliorer le cadre du développement des énergies marines renouvelables. Toute la problématique de cette table ronde numéro 2, c'est comment créer les conditions d'un bon développement. Bon développement voulant dire les conditions nécessaires à la mise en œuvre précisément de la réduction des coûts qu'on envisage. Alors j'imagine que cette table ronde va nous amener à évoquer plusieurs aspects. Certainement le cadre législatif et réglementaire avec la question des recours. Une seconde thématique qu'on va sans doute croiser, c'est l'anticipation d'un certain nombre de choses. Je pense en particulier au raccordement. Et puis troisième peut-être thématique de cette table ronde, la question bien sûr de la concertation, c'est bien d'être évoqué, et de la planification de l'espace maritime. Comment tient-on compte des enjeux propres à chacune des activités existantes? C'est un vaste débat. Alors j'ai grand plaisir d'inviter à me rejoindre le sénateur Jacques Cornano, Paul Elfassi, Hervé Lafaille et Gérard Romiti. Alors, monsieur le sénateur, on va commencer par vous. Place et honneur à l'outre-mer qui donne toute la force de la maritimité française avec cette ZEE, deuxième au monde, tout juste derrière le premier que sont les États-Unis d'Amérique, très loin d'ailleurs devant le troisième qui s'appelle l'Australie avec 2 millions de kilomètres carrés en plus. Alors, je rappelle que vous êtes, monsieur Cornano, le sénateur de la Guadeloupe. Vous êtes rapporteur de la mission Outre-mer et changement climatique dans le cadre de la COP 21. Alors, ma question, c'est un peu... On sait qu'elle est grande, mais à vous de nous en convaincre et à vous de donner envie de développer encore plus les choses. Quelle est un peu la place des énergies marines renouvelables dans l'outre-mer? Peut-être nous montrer les enjeux, les perspectives. Merci beaucoup. Et surtout, merci de m'accueillir en cette belle ville de Nantes, dont l'histoire est intimement liée à celle des Outre-mer. C'est d'ailleurs ici que j'ai passé mon concours pour être professeur en génie électrique, option électrotechnique. Donc, c'est vrai, ces Outre-mer avec la France qui est classée deuxième en tant que zone économique exclusive, après les États-Unis, une superficie de 11 035 000 km². J'ai envie de dire aussi que par extension avec l'Espagne, le Portugal et le Royaume-Uni, elle peut contribuer à aider l'Union européenne à pouvoir compter dans les grandes discussions à venir sur les questions liées à la transition énergétique et au changement climatique. D'ailleurs, c'est l'ordre du jour. Ça doit faire 35 millions de kilomètres carrés, je crois, monsieur le sénateur. C'est considérable, l'ensemble des pays de l'UE. Énorme. Et j'ai envie de dire aussi que ces enjeux, de ce fait énorme, comme vous le savez, nous placent malgré tout dans des zones non interconnectées. Et par voie de conséquence, ces outre-mer ont donc jusqu'ici été intimement condamnés à une lourde et coûteuse dépendance aux énergies fossiles et l'utilisation forcée d'hydrocarbures. Donc, le moment est venu pour aller vite et nous avons la chance d'avoir à plusieurs cordes pour développer les énergies renouvelables. S'il faut l'évoquer, je ne vais pas... ça a été dit par le président concernant, par exemple, les hydroliennes des territoires comme Saint-Pierre-et-Miquelon et certaines îles de la Polynésie française sont propices à leur développement en ce qui concerne les hydroliennes. On sait aussi que le remplacement proche de forts courants nous permettent d'actionner les turbines permettant de produire cette énergie. Et puis, il a été évoqué le SWAC, Seawater Conditioning, pour le projet qui est en ce moment à la Martinique avec le projet NEMO, l'énergie thermique des mers. Donc voilà des projets qui nous tiennent à cœur et que nous devons développer assez rapidement. Donc un clin d'œil pour les entreprises qui s'organisent pour s'installer. J'ai envie de nommer, faut peut-être pas faire de la publicité,
Mais en ce moment, la Marie-Galante, voilà une île qui peut être autonome en matière d'énergie renouvelable, puisqu'il y aura une centrale thermique multibiomasse de cogénération. Et comme la production empreinte est de 8 MW, donc avec le stockage d'énergie éolienne au nord de Marie-Galante, avec l'énergie solaire, plus les centrales multibiomasse, donc non seulement Marie-Galante peut s'autosuffire, mais peut vendre sur le continent guadeloupéen. Donc voilà des projets, je crois, capitaux. Et pour cela, bien sûr, il s'agit avec le projet de loi qui est en cours en ce moment, qu'on aille vite. Et parce que, comme je disais, on ne peut pas continuer, malgré le soleil, malgré le vent, malgré ces mers, dans les outre-mer, continuer à produire plus de 80% d'énergie fossile. Est-ce que le projet de loi sur la transition énergétique fixe un cadre particulier pour l'outre-mer avec des aides particulières? Tout à fait. Il y a des aides, je vais entrer dans les détails, mais précisément, lorsqu'on regarde les objectifs qui sont fixés, c'est arriver à l'autonomie énergétique, mais précisément à court terme, arriver à produire 50% d'énergie renouvelable, et ce sera l'occasion pour nous de réduire en quelque sorte l'énergie fossile. J'insiste là-dessus puisque lors des rencontres, je ne sais pas s'il y a un responsable de l'LDF, je me suis rendu compte au moment où on veut développer les énergies renouvelables, il y a eu la construction d'une centrale thermique avec le fossile. Donc l'EDF est aujourd'hui de couvrir, je parle pour la Guadeloupe, de couvrir la production, la consommation totale. Donc nous aurons à revenir sur ce projet-là, puisque le projet de loi est à l'Assemblée nationale de revenir au Sénat, dans le cadre, et j'insiste là-dessus, pour les organismes au niveau énergie éolienne solaire, par le biais de projets que nous allons mettre en place pour modifier en quelque sorte le projet de loi pour faire en sorte que ce ne soit pas uniquement l'EDF qui donne son point de vue au niveau de la CRE. Et aucune des entreprises solaires et éoliennes ne font partie des différents projets, des commissions actuelles plutôt, pour donner son point de vue. Alors, une question peut-être un peu plus politique, si vous me le permettez, monsieur le sénateur. Comment est-ce que le politique, précisément, peut donner envie aux industriels qui sont là bien d'aller massivement contribuer au développement des EMR en Outre-mer? Qu'est-ce que le politique peut faire pour les attirer, leur donner envie? Au niveau du projet de loi, il y a des moyens. Il y a des moyens financiers, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je dois dire déjà que beaucoup d'entreprises ont déjà déposé sur nos tables des projets. Il s'agit simplement de les concrétiser. Et puis, l'une des difficultés que nous rencontrons, c'est uniquement pour la distribution même de l'énergie entre les îles et précisément entre Marie-Galante, c'est le coût du câble. Et là, je me retourne vers l'Union européenne, vers les concernés pour dire attention, aujourd'hui, ce câble qui devait coûter 10 millions, l'EDF annonce 30 millions d'euros. Et l'organisme qui doit s'installer, sans le nommer Albioma, avec d'autres organismes qui doivent réaliser un projet sur l'énergie éolienne et notamment pour le stockage au nord de Marie-Galante, ce câble-là pose problème, risque de ralentir la production de l'énergie renouvelable sur le territoire. Donc voilà un petit peu pour dire qu'en Martinique, en Guadeloupe, en Réunion, et bien sûr, ce sont les mêmes problématiques, mais nous avons beaucoup d'espoir parce que nous sommes convaincus que les entreprises sont très intéressées, on voit arriver les projets, et nous avons la prétention de réduire effectivement l'énergie fossile et de passer très rapidement à 50% de production d'énergie renouvelable. Donc vous avez bien insisté sur cette question du câble. En dehors de cette question, quels autres éléments pourraient faciliter ou disons accélérer le développement des EMR
en Outre-mer? Donc la procédure juridique, nous travaillons là-dessus aussi au niveau du projet de loi, doit être... Est-ce que vous pouvez dire peut-être 2 ou 3 éléments permettant justement, sur le travail que vous faites, permettant d'accélérer un petit peu les choses? Donc déjà, pour aller vite, concernant ma mission, dans le cadre de la mission que j'ai avec un de mes collègues, Jérôme Bignon, nous voulons en quelque sorte très rapidement sur 5 thématiques, les énergies renouvelables, la biodiversité, de même que aussi l'eau et puis l'éducation à l'énergie renouvelable, donner une visibilité propre dans les Outre-mer sur les conséquences du changement climatique. Et par ce biais-là, nous avons des auditions depuis un certain temps qui continuent jusqu'à la mise en place, c'est dans le cadre de COP21, où nous allons remettre un programme, nous allons remettre un dossier d'information qui sera traduit probablement assez rapidement au Sénat sous forme de résolution et voire même proposition de loi. Donc voilà où nous en sommes. C'est très avancé et d'après les auditions que nous avons eues, cela nous donne beaucoup de confiance et nous réjouit. D'ailleurs, j'en profite pour dire, parce qu'il y a notamment lorsqu'on évoque la biomasse, un sujet capital où nous avons pratiquement 80% de la biodiversité dans les Outre-mer. Lorsqu'on parle de coraux, aujourd'hui, avec des organismes tels que le Grand Port Maritime, nous sommes capables aujourd'hui de transplanter des coraux. Nous savons faire, il y a des techniciens qui peuvent le faire, de même que les herbiers et d'autres solutions à venir. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. N'hésitez pas à rebondir avec les propos que les uns et les autres tenaient. Je vais passer la parole tout de suite à Paul Elfassi. Vous êtes président du pôle réglementaire de la commission éolienne du syndicat des énergies renouvelables et vous êtes, on le sait aussi par ailleurs, avocat associé CBCTG. Alors vous évoquez souvent, bien sûr, c'est les aspects juridiques, hein, vous évoquez souvent le fait que le droit existant est inadapté. Alors est-ce que vous pouvez nous dire en quoi, et puis tant qu'on y est, nous dire qu'est-ce que vous pourriez préconiser pour permettre peut-être d'aller plus vite à travers une adaptation? Et oui, moi je tiens toujours le rôle de celui qui est jamais satisfait. C'est aussi parce que j'ai le point de vue du praticien qui doit faire face aux détails, au quotidien du développement de ce type de projet. Et malheureusement, indépendamment de la volonté d'ailleurs très louable des politiques de faire avancer les choses, en réalité, c'est assez compliqué quand on commence à rentrer dans les détails. Et c'est vrai que ce que rappelait Laurent Michel est tout à fait vrai. C'est que quand on commence à rentrer dans les détails du permis unique, quand on commence à rentrer dans le détail des procédures, eh bien ça se complexifie grandement. Alors, c'est vrai que par rapport à l'éolien terrestre, par exemple, puisque j'ai commencé ce métier en même temps en 2000, au moment où l'éolien terrestre se développait, eh bien, ce qui s'est passé pour l'éolien terrestre, c'est qu'on a rajouté des couches successivement de pire en pire, à quelques exceptions près, sans penser immédiatement à un ensemble qui soit cohérent et efficace. Alors là, notre chance peut-être pour le développement des EMR, c'est qu'il est sans doute encore temps de penser à un système global. Comme le disait Laurent Michel encore une fois, il va falloir essayer peut-être de le faire en 2 coups pour apporter la stabilité et la visibilité qui est absolument nécessaire, ce que disait Eric Orsena, ce qui est dit systématiquement par tous les industriels, surtout quand il s'agit de développer non pas seulement des projets mais également une filière. Il faut de la visibilité et de la stabilité parce que les deux sont absolument nécessaires. Alors, c'est vrai que après cette introduction, les EMR ont quand même leurs caractéristiques parce que je dirais que par rapport à mon expérience, c'est quand même particulièrement complexe. Pour différentes raisons que je vais évoquer très rapidement. La première, c'est qu'on est quand même dans un contexte d'appel d'offres. Alors on réfléchit à un système pour simplifier l'appel d'offres. On parle de dialogue compétitif, on verra. On verra ce qu'il en est. Les inconvénients du dialogue compétitif, c'est sans doute que ça risque de prendre plus de temps. Et que, c'est pas si c'est un inconvénient, en tout cas c'est sans doute une caractéristique, c'est que ça laisse plus la main à l'État pour définir ce qu'il a envie de définir. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Ça, c'est pas aux juristes d'en juger. Ce qui est certain, c'est que d'un point de vue juridique, ça apporte un étage supplémentaire. Et ceux qui... Parce qu'on évoquait cette procédure comme un moyen de réduire les délais tout à l'heure.
Écoutez, on Si verra. j'ai bien compris. On verra. De toute façon, le problème de l'appel d'offres en tant que tel, c'est que ça constitue un étage juridique supplémentaire. Et était également évoqué par Laurent Michel un point clé, et je ne sais pas comment on va le résoudre, c'est le problème des marges de manœuvre. Nous, on appelle ça au cabinet la note marge de manœuvre, c'est-à-dire comment faire en sorte de toute façon de prendre en considération les différentes évolutions technologiques, mais également l'ensemble des évolutions des circonstances de droit et de fait qui environnent les EMR au fur et à mesure, alors que ça va se développer sur des années entières. Là, sur ce point-là, je ne vois pas très bien comment le dialogue compétitif va pouvoir régler le problème, mais on verra. Moi, je reste optimiste comme Philippe Cavafian. La difficulté qu'on a, et là je donne des petits exemples purement juridiques, c'est que en soi, de toute façon, ça rajoute un étage supplémentaire qui apporte donc son lot de questions nouvelles et son lot de contentieux, puisque en fait, on a des difficultés dès l'issue de l'appel d'offres, c'est-à-dire qu'on a une décision d'attribution, une autorisation d'exploiter, qui n'ont pas manqué d'être attaquées immédiatement, outre effectivement les petits contentieux entre amis, puisque a été également contestée une décision d'attribution d'un lot par l'État. Donc effectivement, on a tout de suite du contentieux. Ce qu'il faut bien voir, et de ce point de vue-là, je m'inscris parfaitement dans ce que disait Eric Orsena, il le dira toujours mieux que moi, c'est que dès qu'on a du droit, on a de la complexité parce qu'on a des questions et on a du contentieux. Donc en fait, le moins de droit, le mieux. Et c'est un avocat qui vous le dit encore une fois. Donc vraiment, c'est vraiment un des objectifs qu'il faut poursuivre, c'est d'avoir le moins de règles juridiques possible. Puisque s'agissant du cahier des charges, en plus, on est sur quelque chose qui est un peu hybride juridiquement. Et ça, c'est possible, je dirais, de décompresser le droit, de réduire en quelque sorte les alinéas. Il faudrait me nommer au secrétaire d'État à la simplification. C'est trop ambitieux, j'en ai pas les épaules. Il y a sans doute effectivement des pistes, et j'y reviendrai peut-être dans une minute. Ce qui est certain, c'est qu'attention à l'appel d'offres, parce qu'il a son lot de questions juridiques et qui sont très concrètes. C'est-à-dire que quand on rentre dans le détail, indépendamment des grandes idées, ça pose des difficultés. La deuxième particularité des EMR, comme chacun sait, c'est qu'on a une multiplicité d'acteurs. Ça se pose déjà au moment des consortiums, puisqu'il va falloir organiser juridiquement, et c'est très compliqué, croyez-moi, les relations entre les différents acteurs, mais c'est aussi le cas sur des domaines qui sont plus les miens, sur un plan environnemental, puisqu'il va falloir composer avec les ports et surtout avec le gestionnaire de réseau RTE, qui, quelles que soient les excellentes relations que j'ai pu avoir avec les personnes dont je m'occupe, eh bien, ça complexifie. Je donne juste un exemple, si vous me laissez une minute. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, je pense, et je voudrais bien que ça soit un message à faire passer, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est compliqué. On parle d'études d'impact, par exemple. Eh bien, on a mis très longtemps à se décider pour savoir si oui ou non l'ensemble formé par le raccordement et les éoliennes offshore constituait un programme de travaux. Mais pourquoi ? Mais parce que la notion de programme de travaux, elle n'est pas définie juridiquement. On nous parle d'unité fonctionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Rien. Quand je dis rien, ça veut dire qu'on n'a pas une définition à 100% sécurisée. Or, c'est essentiel, puisque moi je suis un spécialiste du droit de l'environnement en particulier et de la réglementation, c'est essentiel parce que ça va conditionner le contenu de l'étude d'impact qui lui-même va conditionner la légalité de l'ensemble des autorisations administratives qui vont derrière. Or, non seulement on ne sait pas ce que c'est qu'un programme de travaux, mais en plus on ne sait pas ce que c'est que des travaux échelonnés ou réalisés de manière simultanée au sens de cette réglementation. Puisqu'on ne sait pas ce que ça veut dire échelonné, figurez-vous. Et on ne sait pas non plus juridiquement ce que ça veut dire simultané. Or, dans un cas, on a une seule étude d'impact, d'ailleurs dont on ne sait pas de quoi elle va se composer exactement, et dans l'ensemble, et dans l'autre, c'est-à-dire que si les travaux sont échelonnés, on nous dit il faut une appréciation des impacts. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Donc vous voyez bien que sur un sujet comme ça nous a pris des heures et des heures à faire autre chose que développer le projet, c'est-à-dire à résoudre des questions juridiques qui ne devraient pas se poser. Donc vous me posiez quel serait un levier de simplification, mais il y en a sûrement en droit de l'environnement. Alors, c'est la même chose en droit de la concertation, en droit de la planification. Il y a trop... Qu'est-ce que vous proposez ? Il faut ramasser, c'est-à-dire qu'il faut ramasser, c'est exactement ce que disait Laurent Michel. Après, la question c'est comment, mais c'est exactement aussi ce que disait Eric Orsena, c'est-à-dire qu'à trop de démocratie, à trop de droit, on tue et on perd l'objectif. Donc avoir de la concertation à tous les stades, au moment de la désignation des zones, enquête publique, débat public sur plusieurs procédures, c'est pas raisonnable et à mon avis, ça tue l'objectif d'une bonne information du public, par exemple. Sans compter que, là j'ai donné l'exemple du programme de travaux, je sais pas, vous m'arrêtez quand j'ai terminé parce qu'on pourrait y passer une bonne partie de l'après-midi, mais la réglementation n'est pas adaptée au milieu marin, la plupart du temps. Par exemple, les PLU, les plans locaux d'urbanisme, la réglementation d'urbanisme, on a des débats pour savoir jusqu'où elle va en mer, si elle va en mer,
Or, on n'a plus de zones, hein. Vous savez comment ça marche, la planification d'urbanisme, c'est qu'on a des zones. En mer, on n'a par définition pas de zone. Et pourtant, il y a un petit débat juridique pour savoir, mais est-ce que le PLU n'irait pas en mer? Bon, on a des problèmes de ce type-là. On a aussi d'autres problèmes, c'est que même quand la réglementation est a priori conçue pour le milieu marin, c'est le cas du droit de l'environnement et de l'évaluation environnementale, il n'y a pas de raison qu'il ne s'applique pas en mer, eh bien on a des problèmes nouveaux, c'est-à-dire qu'on a une connaissance du milieu marin qui est infiniment plus réduite que le milieu terrestre, et donc par définition, on a des problèmes pour réaliser nos études d'impact. Les aires d'études ne sont pas les mêmes, la gestion de l'incertitude n'est pas la même. Donc on va être obligé d'adapter la manière dont on va procéder à ces évaluations environnementales sous le contrôle du juge, puisque au final, on se retrouve avec des recours de tiers, d'ores et déjà, que je gère moi, où ils viennent contester tout ça. Et donc, il va falloir encore une fois attendre les issues des contentieux qui sont en cours pour peut-être d'ailleurs ou pas. Parce que si les recours sont rejetés comme on le pense, on n'aura eu aucun enseignement. Et puis si par contre certains prospèrent, eh bien, il faudra tenir compte des enseignements pour le futur. Donc c'est très long. Et donc je redis, à chaque fois qu'on a un étage juridique, à chaque fois qu'on crée une règle juridique, on a de la complexité et on a du contentieux. Écoutez, je pense que vous n'êtes pas le seul à faire ce diagnostic. Pourquoi ça n'avance pas plus vite à ce moment-là? C'est vrai que j'ai été frappé en préparant effectivement ce colloque de voir que certains projets, entre le moment où on les lance et le moment où ils aboutissent, ça va parfois plus vite dans d'autres pays, qui sont encore une fois tous des États de droit. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas non plus concertation. Donc est-ce que sur ces points-là, les choses avancent? Alors les choses avancent, il faut saluer la volonté du gouvernement, puisqu'on a une loi, on a un projet de décret, c'était rappelé par Laurent Michel, je n'y reviens pas, mais en revanche, on a un vrai problème de délai. Mais ça peut se comprimer les délais, non? Ça peut se comprimer, là c'est pas dans les mains des industriels, c'est dans les mains de l'administration. Il y a des arbitrages qui sont en cours sur des sujets importants, mais dont on pense qu'ils pourraient aller plus vite, notamment sur l'arbitrage s'agissant du degré de juridiction unique. Ça a beaucoup discuté. En fait, juridiquement, on peut faire ce qu'on veut. C'est l'avantage. On peut avoir un tribunal administratif seulement compétent, une cour administrative d'appel seulement compétente, voire même le Conseil d'État, sauf à froisser les conseillers d'État, seul compétent. Bon, il y a des arbitrages à faire. Finalement, il y avait un début de consensus sur une cour administrative d'appel unique, et puis il y a des réticences. Par exemple, ce seul sujet freine, sauf si M. Michel me contredisait, freine l'ensemble sur un point de détail. Or, moi, ce que j'entends de la filière, c'est qu'il faudrait aller beaucoup plus vite sur la mise en œuvre des réformes qui ont été évoquées par Laurent Michel. Beaucoup plus vite. Laurent Michel peut intervenir, bien sûr, quand il le veut. Merci beaucoup, maître. Alors, je vais donner la parole à M. Hervé Lafaille. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint en charge des opérations à RTE. Alors, la question, vous avez été évoquée directement, un petit peu indirectement, c'est toute la question, ce secteur se développe à travers ces différents segments. Comment vous, RTE, vous préparez-vous, je dirais, à ce développement, surtout qu'on attend quand même quasi unanimement une baisse des coûts, donc un développement. Comment vous anticipez notamment, bien évidemment, les nouveaux besoins en raccordement ? Et faire en sorte, vous avez compris, que tout puisse tenir dans les délais, puisque le mot délai est un mot qui revient de façon très récurrente. J'ai bien compris ça. Donc je vais développer un certain nombre de points, sans revenir notamment sur les aspects qui viennent d'être développés largement, mais en illustrant de quelle façon, et effectivement, il y a un maître mot probablement qui est celui d'anticiper pour éviter des désagréments, notamment sur les délais. Je vais parler plus de point de vue technique que juridique. D'abord, je voudrais rappeler que, c'est peut-être une évidence, mais le réseau a un rôle essentiel là-dedans, puisque via le raccordement, c'est là que se trouve l'exutoire, c'est-à-dire le lieu où la valeur ajoutée de la production, finalement, va se réaliser. Donc c'est très important de considérer en même temps que les projets de production le fameux raccordement au réseau. Et lorsqu'on parle de raccordement au réseau, c'est au réseau terrestre. Donc il y a un mot qui n'a pas été trop prononcé jusqu'à maintenant, qui est le littoral. Et donc, entre, effectivement, l'exutoire de la production et les parcs, il y a le littoral. Et alors, en tout cas, une des préoccupations qui est la nôtre, c'est que les lieux d'atterrage sur le littoral sont une ressource rare. Et donc, il nous faut anticiper, justement, non pas aujourd'hui, mais demain, le développement, après les fermes expérimentales, notamment des suites commerciales, pour bien gérer cette rareté des espaces d'atterrage. Et pourquoi pas anticiper en se disant, s'il y a réussite des fermes expérimentales, par exemple, on va poser des raccordements qui permettront d'accueillir les fermes suivantes derrière et ne pas revenir, notamment faire des travaux 2 fois dans les mêmes lieux qui sont extrêmement protégés, comme vous le savez. Donc ça, c'est un élément, pensons, mer
et toujours littoral lorsqu'il est question de ces questions d'énergie marine. Le deuxième point, ça va être autour, et mon voisin en a parlé, de la connaissance du sous-marin, qui est bien moins complète que celle du terrestre, bien sûr. Et je vais l'illustrer par le fait qu'il y a à nouveau des ressources rares. Elles sont en termes de connaissances, en termes d'expertise. On tombe sur des questions d'archéologie préventive, là aussi où la réglementation n'est pas tout à fait adaptée au domaine sous-marin. On tombe sur des questions au large de la Normandie, par exemple, d'engins non explosés de la dernière guerre. Bref, il faut anticiper pour notamment partager entre les différents acteurs qui font tout des surveys extrêmement coûteux en mer, anticiper pour partager et réduire les coûts, ne serait-ce que des études exploratoires. Et enfin, je ne développe pas l'aspect échange européen parce que nous, nos fournisseurs, on a la chance qu'ils sont de taille européenne, voire mondiale, et donc on bénéficie des retombées des effets de masse, notamment sur le prix ou le coût des câbles, à travers le développement qu'on a vu des 8 gigawatts aujourd'hui de raccordement éolien. Et je rappelle qu'en plus, nous développons des réseaux d'interconnexion sous-marins. Donc côté je dirais, production des câbles sous-marins, on peut s'attendre aussi à une réduction des coûts. Le souci restant étant le lead time, c'est-à-dire le temps d'aboutissement pour avoir ensuite une commande passée. Et puis, je terminerai sur un troisième point, puisque nous serons opérateurs dans la durée et qu'il faut aussi anticiper les questions de maintenance dans la durée et de ne pas tomber aussi sur des surprises dans le futur. Et donc là, c'est un programme de R&D que nous avons suscité, où on va notamment observer dans la durée comment se comportent les fonds sous-marins à proximité de nos ouvrages pour accumuler de la connaissance. Ça porte sur les fonds sous-marins et non pas vos matériaux, en fait. Alors ça porte sur les fonds sous-marins avec l'impact que peuvent y apporter nos matériaux. Vous savez qu'on va être très souvent conduit à recouvrir, soit en souiller les câbles, soit les recouvrir de récifs artificiels. Et par exemple, dans les programmes de R&D que nous avons engagés, avec des experts évidemment pour nous accompagner, eh bien c'est l'étude de cet effet récif particulier sur la faune marine. Alors j'ai vu avec bonheur, en préparant ce colloque, que vous avez une convention avec le Comité national des pêches et des élevages marins. Alors avant de donner la parole à son président tout de suite après, que je n'oublie pas, peut-être pouvez-vous nous en dire un mot à titre de transition, nous dire si ça marche, et puis le président dire aussi si ça marche. D'anticipation, et je suis heureux d'être aux côtés de Gérard Romiti. Effectivement, la mer, c'est pas un domaine très ancien pour nous, donc c'est vraiment de contacter les autres acteurs de la mer, en particulier la pêche et l'élevage en mer, mais aussi tous les acteurs économiques pour faire connaissance et regarder avec eux de quelle façon on peut combiner nos interventions et puis ne pas perturber leurs activités, voire, on a parlé des bateaux pour la maintenance, trouver des façons de mutualiser les ressources, notamment avec les pêcheurs par exemple. Et donc vous êtes déjà d'accord sur des projets à venir qui sont déjà en pré-préparation ? Alors on s'est mis d'accord d'abord pour un cadre de discussion qui, au niveau national, qui ensuite trouve chaque fois une adaptation locale à travers les comités locaux. Écoutez, merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole à Gérard Romiti, donc président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Vous êtes l'ancien, je dirais, par l'activité d'occupation de la mer. Vous étiez les seuls uniques ou quasiment uniques. Bon, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'activités qui se développent en mer et on ne peut que s'en réjouir par rapport à ce que vous évoquez à propos du littoral. Avant de parler que du littoral, non pas de la mer, maintenant qu'on parle de la mer avec l'oubli littoral, je dirais, ça montre quand même une évolution certaine qu'évoquait tout à l'heure Éric Orsena. Alors, Monsieur Romiti, est-ce qu'aujourd'hui, la concertation, on l'évoque à demi-mot, trop court, trop long, est-ce qu'elle vous semble d'abord satisfaisante ? Alors, satisfaisante, ça dépend ce que ça veut dire. Satisfaisante tant par rapport à vos propres inquiétudes, que par rapport, deuxième terme de l'équation, à la nécessité d'aller vite pour développer les EMR. C'est-à-dire, comment jouer gagnant-gagnant. Et est-ce que ça fonctionne ? Et comment faire plus vite pour être plus efficace dans l'intérêt de chacun ? C'est difficile comme question. C'est difficile. Souvent, vite mais il faut trouver une solution. Souvent, vite et bien, ça ne va pas ensemble. Mais vous avez vu aussi qu'il fallait vite, c'est compliqué. Il faut qu'on trouve les moyens d'aller vite ensemble
tranquillement vers la bon, cohabitation. tranquillement. Non, il faut. Ça dépend dans quel sens vous le prenez, Non, là. le mot vite est venu plusieurs fois. Donc, moi, j'ai la lourde tâche ici de représenter le Comité national des pêches. Juste en 2 mots, ce qu'est le Comité national des pêches, c'est une structure privée chargée de missions publiques. Je pense que l'avocat a du travail, là. Je suis inquiet pour lui, parce que visiblement, ce qu'il nous a dit. Nous représentons 14 comités régionaux, dont les DOM, et 12 comités départementaux. Si vous voulez, nous sommes sur toutes les façades littorales françaises, nous sommes présents. Donc nous participons à défendre les intérêts des pêcheurs professionnels et des aquaculteurs. À ne pas oublier l'aquaculture qui doit être présente et doit être bien implantée. Malheureusement, c'est le parent pauvre aujourd'hui. L'aquaculture, c'est le parent pauvre de la France. Pourtant, il y a de belles opportunités, d'ailleurs, avec l'outre-mer. Je pense qu'il y a des opportunités. La France ne peut pas rester. Elle était pionnière dans les années 80. Aujourd'hui, elle occupe 15 hectares, pour ceux qui connaissent la mer, d'espace occupé en cage aquacole. 15 hectares. Donc, participer à cette politique de protection, à mise en valeur de l'environnement, si vous voulez, nous ne sommes pas opposés, ça je tiens à le marteler, nous ne sommes pas opposés au développement des énergies renouvelables, que ce soit hydroliennes, éoliennes et tout le futur qui va venir. Mais par contre, j'ai le devoir, moi, de résister et de défendre les intérêts de la profession pour laquelle j'ai été élu et laquelle je représente. Je vous remercie d'avoir trouvé ce titre Thétis, puisqu'il remonte à l'Antiquité. J'espère que ce n'est pas la grand-mère, que c'est la mère de Thétis. Donc j'y vois un signe, un symbole futur. Donc je me projette, si vous voulez, dans une co-construction avec les comités des pêches régionaux et départementaux. C'est surtout dans ce domaine-là. Nous sommes conscients des enjeux de développement, de compétitivité de la filière, des énergies renouvelables et du souhait des opérateurs de pouvoir aller vite, mais certains délais sont incompressibles, comme celui de la concertation avec les pêcheurs professionnels, compte tenu des répercussions à long terme que nous pouvons avoir dans la filière pêche. Et vous savez que le comité national représente du pêcheur avec un râteau sur la plage, au petit métier dans les 12 000, à la pêche hauturière, jusqu'au thonier-seineur transocéanique. Donc voilà, j'ai la responsabilité de cela. Donc aujourd'hui, les développeurs semblent plus enclins à cette co-construction que par le passé. Je trouve qu'on a beaucoup plus d'écoute, on échange, on mutualise plus, et on va bien avancer ensemble. Donc si vous voulez, je vais essayer de voir si ça marche. Je pense que ça marche. Très bien. Donc, j'essaie d'aller un peu vite. Les impacts potentiels du développement des énergies renouvelables sur les activités de pêche sont le risque de perte des zones de travail pour les pêcheurs, des zones où ils ont toujours été habitués à travailler, du fait de l'interdiction de possibilité de pratiquer la pêche, par exemple avec certains engins, en particulier les arts traînants. Mais je pense qu'il y a aussi un travail à faire, peut-être sur le positionnement des éoliennes, peut-être sur des distances, et surtout peut-être d'aller voir ce qui se fait ailleurs dans des endroits où ça produit. Parce que là, pour l'instant, les présidents de comités départementaux, régionaux et moi-même, votre serviteur, je n'ai rien vu venir. Donc, je n'ai pas vu de champs éoliens, sauf en passant par avion dans des zones où des États membres, où on n'a pas les mêmes peut-être enjeux de pêche, où on a fait disparaître 80% des pêcheurs dans certains pays un peu plus nord que je dirais que chez nous. Donc, en effet, le rapport d'efforts vers d'autres zones, sur d'autres pêcheries, nous coûterait en gasoil, en frais de carburant, en revient, parce que c'est vrai que, je ne sais pas si vous le savez, nous devons subir 800 règlements européens aujourd'hui, avec un règlement qui vient de tomber au 1er décembre, c'est le rejet zéro, c'est-à-dire qu'il faut tout ramener au port. Donc vous voyez, si on doit aller très loin, ce que ça va coûter.
Voilà un peu, je dirais... Qu'est-ce qui fait, Monsieur le Président, que est-ce qu'aujourd'hui vous dites la tendance est bonne, il y a une concertation, c'est sans doute, comme l'évoquait à l'instant Hervé Lafaille, qu'on anticipe davantage, que vous anticipez. Cette convention, d'ailleurs, en est l'aigu témoignage. Qu'est-ce qui fait que ça se passe bien à certains endroits, moins bien dans d'autres? C'est une question d'anticipation, c'est une question d'hommes sur place, c'est quoi? Honnêtement, je pense que c'est une question d'échange, de confiance. Par exemple, avec RTE, ce que nous avons signé ensemble, ça peut raccorder à la question de Monsieur le Sénateur. Donc il y a cet échange. Parce que la France va être raccordée à d'autres États membres. Nous avons en Méditerranée aussi un raccordement, je dirais, franco-français qui va passer dans des zones de pêche, l'enfouissement des câbles. On a une expérience. On a un travail de sonde qui a été fait. C'est pour ça que je disais, souvent on s'aperçoit que certaines implantations d'éoliennes, et là je me suis permis de vous projeter la carte française et anglaise, parce que messieurs les Anglais vont nous poser de sacrés problèmes sur les zones de pêche où nous pratiquons depuis des années. Ils sont en train de s'implanter, bon, ils ont raison, y compris dans les eaux internationales. C'est un sujet qu'il faudra quand même aborder. Comme ça, ils ne paieront pas de taxes. Ils sont peut-être en avance sur nous autres Français, je n'en sais rien. Mais la difficulté, c'est de la cohabitation. J'ai envie d'employer ce mot, de la cohabitation. C'est pour ça que je dis peut-être qu'un champ éolien implanté, souvent peut-être à 1 000 ou 2 de différence, c'est-à-dire 1,5 km ou 2 km, ou l'implantation d'une éolienne, vous voyez, je suis déjà dans la construction et je suis déjà sur des propositions. À une distance de lambda d'une à l'autre, permettrait peut-être, si le câble est bien enfui, de pouvoir même chaluter, ce qui serait l'art le plus dangereux. Mais vous avez aussi d'autres voilà un peu alors. Un peu en gros ce que je suis, si vous voulez, déjà dans une phase de construction avec nos amis porteurs de projets et à venir. Donc j'y vois aussi un avenir, mais il faut qu'on arrive à définir. Alors c'est vrai que le droit juridique, disons, il y a peut-être une lacune. Mais là, je pense qu'il va falloir faire quelque chose, même avec une vision européenne des choses, parce que vous savez que la mer, on a quand même, nous, des droits historiques, que je dirais, que je revendique. Hein. Nous avons aussi la Marine nationale, qui a j'ai vu tout à l'heure quelqu'un. Donc, nous avons, je vous l'ai dit tout à l'heure, entre règlement français, règlement européen, règlements mondiaux avec l'ICAT sur certaines espèces, y compris dans les DOM, 800 règlements. Donc ça, il faut en tenir compte. Alors, ce n'est pas pour dire la difficulté du métier ou quoi. Bon, cette carte, vous l'avez vu, il y a beaucoup de zones entre, je dirais, directives oiseaux, biodiversité, DCNML, Natura 2000, Agence des aires marines protégées. Alors, on travaille de concert avec tout le monde. Personnellement, le comité national et les comités régionaux et départementaux, aujourd'hui, passent 60% de leur temps. Ils ne laissent plus que 40% pour la protection, pour la profession, pardon, pour les pêcheurs. Les 60%, nous sommes présents dans des réunions sur l'environnement. Donc vous avez intérêt aussi à ce que ça aille vite au niveau de la concertation, finalement. Aller vite et surtout d'être présent, parce que chaque fois que le représentant de la pêche, qui est, je veux quand même détendre un peu l'atmosphère, pas celui qui empêche de tourner en rond ou d'aller vite, c'est pas lui. Lui, il essaye de défendre ses intérêts, comme d'autres défendent les leurs. Mais s'il n'est pas présent, il devient figurant dans le film. Il doit être acteur. Et ça, je crois alors, je pense qu'il est nécessaire et urgent de mettre en œuvre une planification globale et intégrée de l'espace maritime. J'en appelle aux juristes, j'en appelle aux gens qui sont dans la salle. Il est urgent parce que là... Et est-ce qu'on peut arriver à cet élément urgent pour vous dans des délais raisonnables? C'est-à-dire faire en sorte que cette réflexion, le fait que chacun soit acteur et non pas figurant, hein, si je vous ai bien suivi, est-ce qu'on peut arriver à cela, mais dans des délais tenus pour que ce qui est important pour les uns puisse se faire tout en préservant les intérêts des autres? Le débat, il est là. Ce n'est pas une question... Je crois que personne ne remet en cause la concertation. Chacun s'interroge sur la rapidité d'exécution.
Je pense... Est-ce que c'est compatible avec la rapidité? Non. Honnêtement, je l'ai dit en préambule, il faut prendre le temps de se parler. On le prend. Il faut le temps de se concerter. Il faut le temps d'avoir cette vision européenne. Parce que je crois que les pays du Nord... C'est comment ça se passe ailleurs? Parce qu'il y a les pêcheurs partout, finalement. Écoutez, il y a des... Non, Si. pas du tout, pas du tout. Je ne citerai aucun pays, mais il y a des villages où il y avait 400 pêcheurs. Aujourd'hui, il y en a 40. Qui sont cotés en bourse, Oui, mais peut-être. Ils sont cotés en globalement, bourse. Il y en a ça qui ont pêche acheté partout, même l'équipe hormis de quelques Chelsea. pays. Mais ils s'intéressent au foot maintenant. Non, non, non. Moi, les pêcheurs, c'est des pêcheurs socio-économiques et identitaires. C'est la culture qu'il y a. Et je pense que je ne veux pas alourdir la machine, je dirais, nationale, ni les opérateurs français, mais soyez vigilants de ce qui se passe dans le Nord. Donc, cette carte-là qui est restée là sur l'écran, vous voyez les Anglais ce qu'ils font. Ils sont en train de nous contester les droits historiques de la pêche française. Et c'est la petite pêche française que je tiens à préciser. Il y a des caseilleurs, il y a des fileyeurs. Ne tombons pas dans le panneau en faisant des clivages sur des grands et des petits. Là, pour le coup, il n'y a pas de responsabilité proprement liée, je dirais, à la volonté de développer les EMR en France. C'est plutôt une question qui relève du Quai d'Orsay. Sur la planification, puisqu'il va y avoir aussi à Strasbourg une journée, tout ça, où j'enverrai quelqu'un, je ne peux pas être présent partout. Sur cette planification spatiale qu'il faut faire au niveau de la France, mais aussi de l'Europe, je crois qu'il faut qu'on soit pionnier, qu'on prenne les devants, qu'on ne vienne pas nous dire après ce n'est pas eurocompatible, parce que bon, finalement, on s'aperçoit que même à l'intérieur de nos eaux nationales, nous sommes obligés d'appliquer les lois européennes et voire internationales demain. Donc, si vous voulez, ça, c'est mon cheval de bataille, ce qui va faire avancer les choses. Mais après, bon, il peut y avoir des endroits où vous avez des pêcheurs ou des présidents de comités régionaux qui ne sont pas d'accord. Ça peut arriver, mais je pense que le futur est là. Et je pense que le représentant du comité national, je terminerai sur cela, je préfère voir des éoliennes en mer qu'une centrale atomique à terre. Ça, c'est clair. Maître, vous souhaitiez intervenir, puis monsieur le sénateur. Oui, juste d'un mot. En fait, il est exprimé un vrai besoin de planification et de concertation. Peut-être le commentaire que je peux apporter par rapport à ça, c'est qu'on n'est pas obligé de faire du droit sur ces deux aspects. C'est-à-dire que personne, et surtout pas sur les EMR où il s'agit de projets très importants, mais moi qui suis le développement de projets industriels d'une manière générale, personne de sérieux, en tout cas où je connaisse, n'imagine développer un projet de cette taille sans une vraie concertation, bien en amont, et qui soit vraiment très sérieuse. Je pense que le défaut français, je ne connais pas bien les autres droits, en tout cas notre défaut, et vaut mieux aller sur nos qualités, comme disait Éric Orsena, que sur nos défauts, donc essayons de ne pas reproduire, c'est d'en faire une règle juridique. On n'a pas besoin d'en faire une règle juridique. La concertation, elle est évidente, elle s'impose. N'en faisons pas une règle de procédure qui va ajouter des vices de procédure lors des contentieux qui ne manqueront pas d'arriver. Je pense que vous devez être d'accord sur ce point-là. Monsieur le sénateur, peut-être pour terminer. Oui, très rapidement. Oui, très rapidement. Rapidement, ça portera de l'eau à mon moulin. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est très important, et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de pouvoir voir une éolienne ou un champ éolien qui tourne. Là, si on arrive à ça, on peut de suite, les rétractaires, on peut les amener vers nous. J'ai bien dit vers nous, pas vers eux. Monsieur le Ce sénateur, que je pour voulais conclure. préciser, c'est un sujet si important qu'on ne doit pas l'aborder sous un angle restrictif, mais dans sa globalité. Et c'est pourquoi je disais dans la perspective de COP21, qu'il était autant il y a eu beaucoup d'études en France hexagonale. Si nous avons souhaité donner une visibilité propre aux territoires et départements d'outre-mer, c'est bien pour aborder les conséquences du changement climatique, il ne faut pas l'oublier, avec la montée des eaux. Je disais qu'il faut aborder non seulement la biodiversité, les énergies renouvelables, tout en parlant des énergies thermiques des mers, l'éolien flottant, etc. L'eau, qui est une source en voie de raréfaction, mais aussi la prévention et la gestion des risques, tels que l'éducation même au développement durable, et qu'on arrive, lors des auditions, donc j'aurais besoin aussi de vous,
produit un rapport d'information qui débouche sur l'adoption d'une proposition de résolution au Sénat et faire remonter avant décembre et répondre à un certain nombre de questions. Quels sont les impacts attendus du changement climatique sur la biodiversité, vous l'avez dit, sur la santé, mais aussi les secteurs de la pêche, de l'aquaculture, du tourisme, de l'agriculture, de l'élevage, de l'énergie, et puis quelles sont aussi les actions ou pistes d'adaptation envisageables et des modalités. Donc voilà des questions que nous aurons à répondre clairement, et puisque je disais que la proposition de loi doit revenir au Sénat, est en discussion toujours à l'Assemblée nationale, nous aurons l'occasion d'apporter d'autres amendements. Merci. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Merci à chacun d'entre vous. Je crois que nous pouvons vous applaudir. Merci de vous être plié à ce jeu de questions-réponses.